Il est le premier historien à faire son entrée au Panthéon. Cette exposition s'appelle L'esprit de l'histoire. Marc Bloch. Marc Bloch s'est illustré dans sa discipline, mais aussi au combat dans les 2 guerres mondiales. Le commissaire d'exposition reçoit ici Mathis Bloch, son arrière-petit-fils, qui a prêté plusieurs documents appartenant à la famille. Marc Bloch, c'est quelqu'un qui, dans toute sa vie, a toujours cherché à être utile, à travers son métier d'historien déjà, et puis surtout en s'engageant, alors déjà dans les 2 guerres. En 1939, il n'est pas du tout obligé de retourner au front. Et puis surtout, en engagement dans la résistance. Marc Bloch, c'est quelqu'un qui a besoin d'être utile, qui a besoin d'être un homme d'action. Un homme d'action qui, à 56 ans, décide de prendre les armes quand les Allemands envahissent tout le territoire français. En 1943, il gagne Lyon, capitale de la résistance, et rejoint les rangs du mouvement franc-tireur. Il va sous-louer un bureau dans une maison de couture de manière clandestine, sous un faux nom. Et ici, il va organiser son activité de résistant, d'organisateur de la résistance, celui qui va rationaliser et cloisonner l'activité de la résistance, notamment de franc-tireurs. À quelques mètres d'ici, on a les locaux de la milice et de l'Action française. Et là, il est vraiment au cœur de Lyon, exposé, mais en même temps dissimulé dans sa vie clandestine. Dans cette ville en ébullition, les nazis traquent les juifs et les résistants. Marc Bloch est donc une cible à double titre. Le 8 mars 1944, il est arrêté et transféré à la prison de Montluc. Pendant 3 mois, il subit torture et interrogatoire. Jusqu'au 16 juin 1944, date de son exécution, avec 29 frères d'armes. Ils ont été prélevés en fin de journée à la prison Montluc. Ils ont longé la Saône et on les a amenés jusqu'ici sur le lieu qui avait été choisi pour l'exécution. On sait ensuite qu'ils ont été menottés 2 par 2 et on leur a demandé de descendre du camion et on les a fusillés dans le dos au moment où ils descendaient du camion. Il va mourir quelques jours après le débarquement. Il sait que le mouvement est en route. Il est sacrifié au moment où la grande récompense arrive. Malheureusement, il ne pourra pas voir la France libérée. Un esprit de sacrifice que Marc Bloch a puisé dans son éducation et sa formation. Brillant élève, il intègre l'École normale supérieure en 1904 pour devenir professeur d'histoire, comme son père, Gustave Bloch. La famille de Marc Bloch vient d'Alsace. C'est une famille d'origine juive qui a souhaité marquer son appartenance très forte à la citoyenneté française. Son arrière-grand-père était soldat de l'an 2 et son père, Gustave, a choisi de rester français et donc de quitter l'Alsace. À son tour, Marc Bloch s'illustre pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'officier et découvre l'Alsace en 1919, quand la France reprend ses territoires perdus. À l'université de Strasbourg, il enseigne l'histoire médiévale et fonde avec Lucien Febvre les Annales, une revue qui ouvre l'histoire aux sciences sociales et économiques. Le premier public de cette revue, c'est un public de décideurs, d'experts, réformateurs, qui souhaitent sortir l'Europe de sa gangue nationaliste et qui tentent d'inventer un monde que la crise de 1929 va évidemment mettre peu à peu à bas. Les Annales révolutionnent l'historiographie et rendent ses auteurs célèbres. En 1936, Marc Bloch est nommé professeur d'histoire à la Sorbonne. Mais 3 ans plus tard, ce père de 6 enfants est surpris par la Nouvelle Guerre, ce qui ne l'empêche pas de se porter volontaire. Il se trouve que Marc Bloch est un combattant. Marc Bloch a adoré le front entre 1914 et 1918, il le dit, il aime le feu. C'est quelqu'un qui aime le métier des armes. Il est resté officier réserviste après 1920. C'est la raison pour laquelle il a été à ce point-là déçu par l'état-major en 1940. En 1940, il écrit L'étrange défaite,
dans laquelle il témoigne de la débâcle française face à la modernité allemande. Il rédige aussi un testament spirituel où il exprime son attachement à la France, 3 ans avant son sacrifice ultime. Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours de 2 guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage, je meurs, comme j'ai vécu, en bon français.